Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien, et avec Noël qui approche, je me suis dit que j'allais vous ressortir quelques vidéos build PC, donc des configurations de PC pour le jeu, au cas où vous voudriez demander un PC à Noël ou renouveler votre matériel avec les soldes de janvier, etc. Et aujourd'hui, on va regarder une configuration aux alentours des 570-580 €. Et je trouve que c'est un budget qui est parfait si jamais c'est votre premier PC pour le jeu et que vous êtes assez jeune ou que vous n'êtes pas certain d'aimer jouer sur PC. Si vous avez toujours été sur console, si vous voulez continuer un peu à être sur console, mais quand même essayer certains jeux sur PC, sans passer à jouer que sur PC, essayer certains titres exclusifs au PC, tout en restant à côté sur console, et du coup vous voulez pas dépenser un bras dans une machine de guerre, bah je trouve que 550, 600, 700, 750 €, ça peut être un bon budget. De même, si vous êtes assez jeune et puis que c'est vos parents qui viennent vous acheter votre PC et qui veulent pas mettre trop d'argent dedans parce que vous êtes très jeune, ou alors qu'ils voient pas l'intérêt de jouer sur PC mais ils veulent quand même vous faire plaisir, et ben ça va être une configuration assez bonne pour ça, assez adaptée, ça va être une bonne option avec un bon budget. Mais ça peut être un PC qui s'adresse aussi à ceux qui n'ont pas trop d'argent et qui se le payent parce qu'ils ont travaillé cet été et qui veulent remplacer leur très vieille configuration avec un Pentium 4 et une HD 2200. Bref, en attendant, moi je trouve que c'est une excellente machine pour jouer et que pour ce prix-là, on s'en sort très bien, qu'elle va être très rentable d'un point de vue prix-performance. Vous allez voir qu'on a des performances qui sont vraiment pas dégueu avec les composants que j'ai choisis et que vous allez pouvoir jouer tranquillement en 1080p à peu près tous les jeux que vous voulez sans souci. Allez, sur ce, c'est parti. Et on va commencer par le processeur, l'Intel Core i3 6100. Donc un processeur dual core avec hyperthreading, donc 2 cœurs physiques, 4 cœurs logiques, cadencé à 3,7 GHz. C'est du socket LGA 1151, architecture Skylake, ça a 3 emotes cache, ça supporte le dual channel et ça supporte la DDR4 jusqu'à 2133 MHz. Il a un TDP de 51 watts, ce qui est très peu, et un chipset graphique intégré, le Intel HD Graphics 530. Et au niveau du prix, il va coûter environ 125 €. Au niveau de la carte mère, on va partir sur la Gigabyte B150M D2V. Oui, je sais, c'est encore un nom à rallonge, mais j'y peux rien. Cette carte coûte 70 € et est au format micro ATX, ce qui est un petit peu plus petit que le format standard ATX. Mais vous inquiétez pas, vous allez avoir quand même toute la connectique arrière dont vous avez besoin, suffisamment de ports PCI Express, suffisamment de slots mémoire pour la RAM, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a quand même des bonnes possibilités d'évolution avec cette carte mère. Vous pourrez la garder pour des prochains builds et tout, même si vous changez de processeur ou de carte graphique, si vous voulez rajouter un peu de RAM, c'est possible, même sur une carte micro ATX, pas de souci là-dessus. Donc on est sur un chipset Intel B150 avec un socket 1151 bien évidemment pour que ce soit compatible avec le processeur. Au niveau de la RAM, on a 2 slots pour de la DDR4 jusqu'à 2133 MHz et vous pouvez mettre 32 Go, sachant que ça supporte le dual channel et les profils XMP, donc Extreme Memory Profile. C'est là où c'est un petit peu différent du ATX. Sur le ATX, on aura 4 slots. Là, sur le micro ATX, on n'a que 2 slots, mais vous inquiétez pas, c'est pas gênant. Au niveau des slots d'extension, on a un port PCI Express 3.0 en 16 fois et 2 ports PCI Express 3.0 en 1 fois. Pour le stockage, vous avez 6 ports SATA 3 à 6 Gb, donc pas de souci, vous pouvez mettre jusqu'à 6 disques durs ou SSD. Bien évidemment, on a un chipset réseau et un chipset audio Realtek, donc qui gère l'audio HD en 7.1 et qui a une sortie optique. Et au niveau de la connectique arrière, on retrouve 2 ports PS2 pour clavier souris, une prise VGA, une prise DVI, 2 USB 2, 4 USB 3, la RJ45 et 3 prises jack pour l'audio. On va passer à la mémoire vive et là j'ai choisi de la Crucial en DDR4, 8 Go à 2133 MHz qui va coûter 55 €. Et là ce qui est très important, c'est que j'ai pris qu'une barrette de 8 Go plutôt que les 2 x 4 que je prends habituellement. En effet, parce que le micro ATX n'a que 2 slots pour de la mémoire vive comparé au format ATX qui en a 4. Et du coup si vous prenez 2 barrettes, les 2 slots sur votre carte mère seront déjà occupés. Donc oui, vous aurez le dual channel, mais si jamais plus tard vous voulez upgrader à 16 Go, et ben les 8 Go que vous avez, vous pouvez les prendre et les mettre à la poubelle parce que vous devrez
pourrez racheter 2 barrettes de 8 Go vu que vous n'avez que 2 slots de disponibles. Donc plutôt que de gaspiller 8 Go de RAM, eh ben, vous prenez qu'une seule barrette de 8 Go, vous n'avez pas le dual channel mais c'est pas si grave que ça, et plus tard quand vous voulez passer à 16 Go, tout ce que vous avez à faire c'est racheter une barrette de 8 Go et vous pouvez réutiliser votre première barrette que vous avez achetée, comme ça vous économisez 55 €. Et niveau économie ça peut être plutôt important. Bon sinon 8 Go pour les jeux à l'heure actuelle, je le dis tout le temps, ça suffit, même si vous allez certainement devoir passer à 16 Go en 2017, genre mi ou fin 2017. Mais pour l'instant 8 Go vous en sortez très bien, vous pourrez jouer quasiment à tous les jeux, vous pourrez même jouer à tous les jeux sans avoir de soucis. Il y a juste les titres futurs qui vont peut-être demander 16, mais encore ça sera les gros AAA extrêmement gourmands. Tous les jeux qui sont sortis à l'heure actuelle, vous pouvez jouer tranquillement avec 8 Go sans aucun souci. On va maintenant passer sur le Ventirad, et là de toute façon, économie. On a un i3, un TDP de 51 watts, donc ça chauffe très peu. Je vous dirais, ne prenez pas de Ventirad, gardez le Ventirad fourni par Intel avec le i3. Ça suffira largement pour refroidir votre petit processeur qui chauffe très peu. Et puis bon, ça vous fait économiser 35-40 € que vous pouvez réinvestir dans la carte graphique. Voilà, donc moi je vous conseille de garder le Ventirad de stock fourni par Intel. Au niveau du stockage, bien évidemment, on va pas prendre de SSD parce que ça coûte trop cher. Et bien évidemment, on va partir sur un disque dur physique, le Seagate Barracuda en 1 Tera. Disque dur 3.5 pouces qui tourne à 7200 tours par minute. Et oui, je sais, ça se prononce Seagate et pas Seagate, mais j'aime bien dire Seagate et puis j'ai toujours dit Seagate. Donc voilà, cassez-moi pas les couilles. Mais bref, ce petit Seagate coûte 59 €. 1 Tera niveau stockage, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, des jeux, des films, etc. Bon, faites attention quand même, si vous avez 200 jeux sur votre bibliothèque Steam, si vous les installez tous, c'est possible que ça se remplisse assez vite. Mais 1 Tera, ça devrait faire l'affaire. Et on arrive au cœur du PC, et là, j'ai choisi la Sapphire Radeon RX 470 en version 4 Go. Et cette carte va coûter environ 210 €. J'ai longtemps hésité entre cette dernière et la R9 380X, donc l'ancienne génération de chez AMD, les cartes R9. Mais après avoir regardé quelques benchmarks, il s'avérait que cette RX 470, donc la nouvelle architecture Polaris de chez AMD, était bien plus puissante sur les jeux. Donc là, je vais essayer de vous mettre quelques benchmarks, histoire que vous voyez de quoi je parle, et de pouvoir quantifier cette différence de performance en chiffres. Sachant que les R9 380X coûtent environ 180-190 €, et bien je me suis dit pour 20 € de plus, ça vaut le coup de passer sur une RX 470, donc c'est pour ça que je suis parti sur cette carte. Et voilà, pour moi c'est quand même une carte qui est très puissante, avec 4 Go de mémoire vidéo, ce qui va poser aucun souci pour tous les jeux, et vous pourrez carrément jouer à tout ce que vous voulez en 1080p avec des settings élevés, avec une très bonne fluidité. Pour le boîtier, on va pas tortiller du cul pour marcher droit. J'ai pris le Enermax Ostrog Q. Donc là on est sur un boîtier qui coûte 40 €, c'est un excellent rapport qualité-prix, je préfère largement ça au boîtier Zalman, donc c'est un moyen tour. Vous pouvez mettre des cartes graphiques qui font jusqu'à 280 mm et jusqu'à 390 si vous enlevez la cage pour les disques durs. Ça supporte les cartes mères au format ATX et micro ATX, ça supporte les ventirades jusqu'à 175 mm de haut, donc si jamais un jour vous voulez upgrader votre processeur et prendre un ventirad, vous inquiétez pas, il y a la place. Au niveau des emplacements, il y a 3 baies externes de 5.25 pouces pour lecteur CD, lecteur de carte SD, etc. Il y a 3 emplacements 3.5 pouces internes pour disque dur et 4 emplacements internes 2.5 pouces pour un SSD si jamais vous voulez rajouter des SSD plus tard. La connectique en façade reste très simple, une prise micro, une prise casque, un USB 3 et un USB 2. Et au niveau du refroidissement, vous avez de la place en façade pour 2 ventilateurs de 120 mm, en haut pour un ventilateur de 120 mm et à l'arrière pour un ventilateur de 120 mm qui est d'ailleurs inclus. Et au niveau de l'alimentation, on part sur une EVGA 500B, donc c'est une alimentation certifiée 80+ bronze de 500 watts. Alors je sais, 500 watts c'est sûrement un petit peu overkill, 450 watts aurait largement suffi à mon avis, mais sur le config-o-matic de Top-Achat, il y a une espèce de sécurité, et le minimum que je pouvais mettre en prenant une RX 470, c'était 500 watts. Voilà. Après, ça reste une bonne alimentation. Le seul inconvénient qu'elle a, c'est qu'elle est non modulaire, donc vous avez tous les câbles, vous pouvez pas enlever des câbles. En attendant, vous avez 6 fiches SATA pour mettre des disques durs et des SSD, vous avez 2 fiches PCI Express 6 plus 2 broches, vous avez votre connecteur d'alimentation carte mère CPU et vous avez également 3 Molex et une prise d'alimentation pour lecteur disquette pour ceux qui utiliseraient encore ces trucs préhistoriques. Et l'alimentation coûte environ 58 €. Donc voilà, c'est simple, efficace et pas cher, boum.
Et au final, avec toutes les pièces, on a un PC qui vaut environ 600-605 €. Et là, je trouve qu'on a une machine qui est extrêmement rentable d'un point de vue rapport, performance, prix. Je pense qu'on peut difficilement s'en tirer mieux pour ce prix-là. Là, j'ai clairement optimisé la puissance que vous pouvez avoir et je trouve qu'on a une très très bonne machine pour commencer à jouer sur PC dans d'excellentes conditions. Bon, bien sûr, il faut rajouter l'OS, l'écran et puis 2-3 petits périphériques. Je pense que en faisant le tout avec un bon petit combo, un écran à 125 €, un petit BenQ ou un petit Acer, plus un petit clavier et une petite souris, vous pouvez vous en tirer dans les 800 €, grosso modo 750-800 € et avoir une bonne petite première machine pour jouer. Donc voilà, en attendant, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké, laissez vos questions, remarques en commentaire. Et sur ce, comme d'habitude, je vous dis à ciao, bonsoir.